Donc je n'ai même pas eu besoin de réfléchir. J'ai tout de suite dit que je ne voulais pas le garder. Avant même d'entamer les démarches, Valentina est prise de violents maux de ventre. Elle se rend aux urgences. C'est un médecin objecteur qui la reçoit. Le médecin me dit qu'il est triste que je veuille faire une IVG. Je suis obligée de raconter ma vie personnelle à cette personne, qui veut savoir si je suis en couple ou pas. Et je dois répondre à toutes ces questions tout en lui répétant que la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que j'ai mal. Et personne ne m'aide. Personne ne me donne un putain d'antidouleur. Personne ne me dit « tu as ça ou ça, c'est grave ou pas ». Il me dit même que je devrais profiter de cette période de douleur pour réfléchir à mon choix, vu que manifestement c'est un choix douloureux. Je suis allée aux urgences avec ma peur et ma douleur, et j'en suis ressortie avec ma peur et ma douleur. C'est l'histoire d'une régression européenne. L'histoire, parmi des millions d'autres, de Valentina l'italienne et de Kata la hongroise. Deux femmes qui avaient la loi pour elles, mais qui ont eu du mal à avorter. Valentina s'est battue contre la bureaucratie. À la fin, je réussis à parler avec quelqu'un d'un service de gynécologie. Et là, elle me propose une date pour l'avortement. 6 mois plus tard. Kata, elle, contre la morale. Sur le ton de la confidence, elle me disait que ce que je portais en moi était déjà un être vivant. Valentina et Kata ne se connaissent pas, mais elles sont les victimes d'une même offensive. Une croisade contre l'avortement, menée partout en Europe, au nom des valeurs chrétiennes. Éliminer cet être, qui est une vie humaine, c'est toujours un crime contre l'humanité. Un discours outrancier qui ose invoquer les pires atteintes aux droits de l'homme. En Italie, l'Église est si puissante qu'on organise des enterrements de fœtus pour culpabiliser les femmes. Ceci est la tombe de mon embryon. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une tombe. Il y a une petite peluche. Ce n'est pas moi qui l'ai déposée. Pour chaque pays, les anti-avortements adaptent leurs tactiques. Parfois, ils osent l'attaque à découvert en plein Parlement, comme au Portugal. Réaction immédiate des pro-avortements. Il s'agit de terrorisme psychologique sur les femmes, comme ils sont en train de le faire aux États-Unis. Ailleurs, les anti-avortements préfèrent la tactique du camouflage. En France, par exemple, une nouvelle génération de militants inonde Internet d'informations biaisées. C'est la personnalité la préférée des Français. Imaginez 24 heures après sa mort, ça va buzzer dans tous les sens. Dans la lutte, tous les moyens sont bons. Actions clandestines ou grand-messes festives. Cette nouvelle internationale a des capitales secrètes et des bienfaiteurs lointains. Les anti-avortements européens courtisent désormais les oligarques russes. Nous en apportons la preuve. Mais à Washington aussi, l'ultra-droite soutient la cause. Nous sommes au tout début d'un conflit qui va être brutal et sanglant. Partout, les anti-avortements sont repartis en guerre. Pourtant, tout se passe comme si la société n'en avait pas encore pris conscience. Je suis la maman de Valentina Miluzzo, une jeune femme merveilleuse qui rêvait de devenir mère. Le 29 septembre 2016, elle était déjà enceinte de 4 mois. Elle avait une visite de contrôle.
À un moment, le téléphone sonne, j'accours. Elle me dit « Maman, tu sais, les bébés, c'est un garçon et une fille. » Mais le gynécologue a découvert un problème. Et là, le calvaire a commencé. Valentina, 32 ans, est placée en observation dans cet hôpital de Catane en Sicile. Les chances de survie des 2 fœtus sont faibles. 2 semaines s'écoulent. L'état de santé de Valentina se dégrade brusquement. J'entre et je trouve ma fille seule dans une salle, inconsciente, blanche comme un linge. J'essaie de la réveiller. Valentina ouvre les yeux et me dit « Maman, je suis en train de mourir ». Je lui réponds « Non, ma fille, on ne meurt pas à cause d'un accouchement. » On était encore convaincus qu'elle faisait une fausse couche. Alors le médecin nous dit « Qu'est-ce qu'il a dit déjà ?» C'est ma mère qui lui dit « Maintenant, ça suffit. Ces bébés ne nous intéressent plus. Elle réessayera une prochaine fois. Sauvez ma fille, elle va trop mal. » Et là, il nous répond « L'avortement est contre ma conscience. Je n'assassine pas les enfants. Les bébés sont vivants, donc non, on ne tue pas les enfants. Leur petit cœur bat encore. » On entendait Valentina hurler, hurler, et au bout d'un moment, nous ne l'avons plus entendue. Moi, je sais seulement que quand ma fille est allée là-bas, elle allait bien, et ils nous l'ont rendue dans un cercueil. La vie de la mère est passée après celle des fœtus, contre la volonté de la famille. Dans cette affaire, les 12 médecins de la maternité ont été mis en examen pour homicide involontaire. Les mois passent et nous ne la voyons pas. Nous n'entendons plus sa voix. Alors la colère grandit. Eux, ils partent en vacances, en week-end. Ils fêtent les anniversaires, Pâques et Noël. Nous, nous faisons des voyages au cimetière pour apporter des fleurs à cette fleur qu'était ma fille. Mourir, faute de pouvoir avorter, cela rappelle des heures sombres. Une femme par jour meurt des suites d'avortements clandestins. Risquer sa vie plutôt qu'avouer. Dans les années 60, l'IVG est illégale presque partout en Europe. Je suis enceinte depuis un mois et demi. Les plus favorisés prennent le bus pour l'Angleterre ou les Pays-Bas. Puis, vous avez une attente qui va vous paraître assez interminable. Vous serez avorté probablement vers entre 1 heure et 3 heures, quelque chose comme ça. Les plus malchanceuses ont affaire à la justice. Il faudra de fortes mobilisations pour que la France, l'Allemagne de l'Ouest, puis l'Italie légalise l'avortement. Des 2 côtés du Rhin, on l'autorise jusqu'à 12 semaines de grossesse. Mais un entretien préalable reste aujourd'hui obligatoire en Allemagne. Cette histoire mouvementée a son musée en Autriche. L'initiative d'un gynécologue, Christian Fiala, est l'une des références européennes sur la question. Je voulais trouver la possibilité de raconter à la jeune génération combien c'était difficile, combien de femmes et d'hommes ont souffert, combien de femmes sont mortes. J'ai fait ça pour éveiller les consciences. Dans les vitrines des objets du quotidien, il servait d'instrument pour les avortements clandestins. Dans ce contexte illégal, on prenait souvent n'importe quel objet pointu, comme une aiguille à tricoter, le rayon d'une roue de vélo ou un cintre métallique. Le cintre, les féministes l'ont aujourd'hui récupéré pour en faire un symbole. Celui du retour, toujours possible, des avortements clandestins. Subir un avortement clandestin, c'est horrible et c'est une souffrance très grande. Je ne veux surtout pas que ma petite fille et ma fille passent par ce que j'ai vécu
ni même aucune autre femme. Manuela a avorté à Lisbonne alors que l'IVG était illégal. Manuela avait 20 ans, étudiait la psychologie et ne voulait tout simplement pas être mère. J'ai eu peur de mourir. Il n'y avait pas d'anesthésie. Donc c'était fait avec un masque à éther. J'étais sanglée à la table d'opération, avec les mains, les pieds, les bras attachés. Et je savais que d'autres femmes étaient mortes. D'autres étaient en mauvais état et ont fini dans les hôpitaux et ensuite en prison. Ça a été une souffrance très grande et une peur, une panique énorme qui vous marque pour le reste de votre vie. Le droit des femmes, c'est un droit fondamental. Le droit de faire ce qu'on veut avec notre corps. C'est un droit humain. Ce droit, les Portugaises ont mis des décennies à l'obtenir. C'est seulement en 2007 qu'un référendum légalise l'avortement. Pour les femmes, le soulagement sera de courte durée. 8 ans plus tard, en 2015, les anti-avortements au pouvoir mènent une guerre éclair contre l'IVG. C'est en plein été que le gouvernement présente au Parlement son projet. Projeto de lei número 790/12, Lei de apoio à maternidade e paternidade pelo direito de nascer. Quem vota a favor? O texto final foi aprovado. Muito obrigada, senhores deputados. Cette loi complique l'accès à l'avortement. Suppression de la gratuité de l'acte, consultation obligatoire avec un psychologue et possibilité pour les médecins de ne plus officialiser leurs convictions. Les députés de l'opposition sont immédiatement vent debout contre ce retour en arrière. On est face à un législateur mal intentionné. Il s'agit de terrorisme psychologique sur les femmes, comme ils sont en train de le faire aux États-Unis. C'était un coup de poignard dans le dos de la conquête historique la plus importante des femmes au Portugal depuis l'avènement de la démocratie. Ce qui me choque le plus dans cette initiative dramatique, c'est que ça ne soit pas venu d'un parti d'extrême droite ou d'un parti qui représente ce genre de fanatiques. Au contraire, c'est venu des partis de la droite traditionnelle, les sociodémocrates, les démocrates chrétiens, des partis qui sont habitués à l'exercice du pouvoir. C'est une honte pour les fondateurs historiques de la droite traditionnelle portugaise. Au Portugal, les mouvements anti-avortement ont guetté le bon moment pour agir. Et le bon moment, c'est souvent quand les conservateurs reviennent au pouvoir. Espagne, décembre 2011. Mariano Rajoy devient Premier ministre avec une coalition de centre-droit, comme au Portugal. Dans son programme, il a promis de restreindre le droit à l'avortement au cas de viol ou de mise en danger de la santé de la mère. Pour le rappeler à ses promesses, les anti-IVG occupent le terrain. À leur tête, cet homme. Nous sommes ici pour rappeler à Mariano Rajoy et à son gouvernement qu'ils doivent inclure dans leurs priorités la modification de la loi sur l'avortement et la protection du droit à vivre de tous, même de ceux qui ne sont pas encore nés. Ignacio Arzuaga a été formé aux États-Unis. Il y a appris les nouvelles techniques d'influence. De retour en Espagne, il convertit les anti-IVG à l'activisme en ligne. Ignacio Arzuaga galvanise les anti-avortements espagnols. Il organise des manifestations monstres
Mariano Rajoy est sous pression. Le Premier ministre finit par céder. En 2014, le projet de loi tant attendu arrive devant le Parlement. J'ai parlé avec des membres du Parti populaire. Ils m'ont confirmé que si nous n'avions pas lancé ces pétitions à succès, si nous n'avions pas mobilisé la société, si nous n'avions pas organisé de telles manifestations, le Parti populaire ne se serait sans doute jamais engagé à protéger la vie dans la loi espagnole. En face, les pro-avortement se mobilisent pour défendre ce droit. Eux aussi occupent la rue. Ils sont des dizaines de milliers à défiler à Madrid. Sous cette nouvelle pression populaire, Rajoy plie et retire le projet. Les anti-avortements espagnols ont échoué à changer la loi chez eux. Ils vont décider de porter le combat au niveau européen. Objectif, Bruxelles et Strasbourg, le cœur de l'Europe. L'Union européenne n'est pas compétente en matière d'avortement, mais elle distribue plus d'1 demi-milliard d'euros pour financer l'IVG et la contraception dans les pays en voie de développement. C'est à cette manne que les anti-avortements veulent s'attaquer. L'une des chevilles ouvrières du combat n'est autre que l'Espagnol Ignacio Arzuaga. Pourquoi devrions-nous donner de l'argent, notre argent européen, l'argent qui, in fine, provient de nos impôts, pour procéder à des avortements? Cette colère va coïncider avec une avancée européenne. Depuis 2013, les citoyens de l'Union peuvent suggérer de nouvelles lois, sous réserve de recueillir 1 million de signatures. Les premiers à s'en emparer sont les anti-avortements. Ils lancent la pétition « One of Us », un de nous, pour demander que l'Europe cesse de financer les avortements à l'étranger. Sur le site, des expressions reviennent. Culture de la vie, dignité humaine. La pétition « Un de nous » préempte un vocabulaire positif. Les pro-life, comme ils se baptisent eux-mêmes, portent le combat au cœur du langage. Je n'utilise jamais le terme pro-life. Ils sont anti-choix. Moi aussi, je suis pro-life, mais je suis aussi pour le choix. Ils utilisent tous des mots comme dignité, justice, ou paix, liberté, vie et famille. Et vous vous dites « Waouh, c'est merveilleux ! Paix, amour, bonheur !» Mais ce n'est pas ça du tout. Ils sont férocement anti-choix. Et parfois, ils sont même nuisibles, très antidémocratiques et anti-pluralisme. En quelques mois seulement, la pétition One of Us fait le plein, avec plus d'1 700 000 signatures. Un record jamais égalé depuis. Un de nous a donné des ailes au mouvement anti-choix. Ils ont pu obtenir une audience au Parlement européen, une discussion avec la Commission européenne. Cela leur a donné un niveau de crédibilité qu'ils n'avaient pas obtenu jusqu'auparavant. Ce succès ouvre techniquement le droit à une discussion au Parlement européen. Mais la Commission bloque pour des raisons ouvertement politiques. Un échec au goût de victoire pour les anti-avortements. One of Us a été le début d'un lobby, d'une coalition qui veut avoir un impact sur l'Union européenne. Fin 2014, les initiateurs de la pétition se constituent en groupe de pression et s'accréditent au Parlement européen. Ils veulent peser sur les débats. Le lobby anti-IVG se développe et s'active en coulisses. Comme ici, à Bruxelles. Sofia Koubi fait partie de ces lobbyistes qui diffusent la bonne parole. Bienvenue à tous. C'est une réunion rapide pendant la pause déjeuner parce que c'est le moment où nous sommes tous disponibles.
Vous pouvez avoir un discours parfaitement raisonnable, mais si quelqu'un se sent offensé, ce discours peut être qualifié d'incitation à la haine par la Cour européenne des droits de l'homme. Sofia Kubi fait partie d'une nouvelle vague qui ose retourner à son avantage le discours des droits de l'homme. Je crois qu'il y a une jeune génération qui dit, et cela peut surprendre, nous ne voulons pas accepter cette injustice. Nous voyons l'incohérence entre les droits de l'homme qui devraient être valables pour tous, indépendamment de tout critère, et leur non-application à la vie prénatale. Avec ce raisonnement, l'avortement devient illégal au nom des droits de l'homme, comme si les embryons étaient des sujets de droit. Ce discours, c'est typiquement une des stratégies préférées des anti-avortements pour lutter contre ce droit. Ça s'appelle la colonisation des droits humains, et c'est de prendre le vocabulaire des droits humains et de lui redonner une autre définition. Et donc ils sont en train de faire ceci dans certains domaines. Par exemple, ils essayent d'inventer un statut juridique pour l'embryon. Un droit du père à avoir son mot à dire sur la décision d'une femme de procéder à un avortement. Le droit des pères à mettre leur veto à une IVG. C'est ce que l'Arkansas, un des États américains, a failli voter en 2017. Plus d'avortement sans l'autorisation du géniteur, même en cas de viol. La loi a finalement été repoussée. À Bruxelles, Sofia Kubi et ses amis anti-IVG ont un discours public pour les politiques et les médias. Mais ils auraient aussi une face cachée. Un de nous est la partie visible du mouvement anti-choix. C'est la partie essentiellement politiquement correcte. Mais derrière un de nous se cache une plus grande communauté de la plupart des pays européens, d'une trentaine, quarantaine de pays européens. Cette communauté serait très organisée, comme tendent à le prouver les documents internes que nous nous sommes procurés. Son nom, Agenda Europe. Ces réunions sont secrètes. Strictement confidentiel. Ce programme ne doit être diffusé sous aucun prétexte. Pas de journalistes. Parmi les organisateurs, nous retrouvons le nom de Sofia Kubi. Quel était le but de garder secret des réunions comme celle d'Agenda Europe? Ce n'est pas un secret que nous nous rencontrons, que nous collaborons. C'était écrit sur les documents, il y avait écrit ne pas en parler. Sur les documents de fonctionnement, il y a écrit ne pas en parler aux journalistes, ne pas parler de cet événement public, ne pas dire qu'on se retrouve. C'est écrit sur les documents. Bon, alors, qu'il existe une collaboration n'est pas un secret. Mais on doit avoir naturellement la possibilité, et c'est valable pour tout le monde, que ce soit l'Union européenne ou qui que ce soit, de se rencontrer sans que ce soit sur la place publique. Pour tirer les ficelles, Agenda Europe préfère rester dans l'ombre. D'autant que ses intentions profondes auraient de quoi faire scandale. Ce document est le programme d'Agenda Europe et de l'ensemble du mouvement anti-choix homophobe en Europe. L'acceptation du divorce, de la contraception, de l'avortement, de l'homosexualité, des mères porteuses, a des implications pour nous tous. Ce qui en résulte est un processus de décivilisation, un déclin moral pour toute la société. On voit comment ils décrivent qu'on a uniquement 10 à 20 ans avant que la civilisation occidentale s'écroule sous l'idéologie perverse de l'extension des droits humains. Donc c'est un document très précieux, très intéressant et assez unique. Après l'IVG, viendrait le tour de la contraception et du divorce. Cette Bible réactionnaire renvoie les femmes dans le passé. À Bruxelles, les anti-avortements avancent masqués. Mais la bataille Ils le savent devra aussi s'engager au grand jour. Ils devront s'attaquer aux mentalités. C'est ce qui se passe en France, avec une double offensive sur les écrans et dans la rue.
Mesdames et messieurs, vous êtes prêts à crier votre amour de la vie? Un dimanche de janvier, à Paris. Ambiance festive et bon enfant. Ça n'est pas la Gay Pride, mais la marche pour la vie. L'édition 2017 fait le plein. 10 000 personnes battent le pavé. Toutes les associations anti-avortement sont là. Et cette année, il y a une nouveauté. Les jeunes ont pris la main sur l'organisation. Voici leur porte-parole. Duport, DUPORT. 06 64. Émile Duport, 35 ans, publicitaire. Il a conçu toute la communication autour de cette marche. Ça, c'est le leitmotiv. Ouais. Ça, c'est vraiment ce qui nous rassemble aujourd'hui, quoi. Bah voilà, ça c'est une des affiches. C'est mon corps, pas ton choix. Bon, c'est une de mes préférées parce que elle reprend un peu la logique des slogans féministes, mais en s'appliquant à tous les corps et pas simplement au corps des femmes. Mon corps, mon choix. Le cri de ralliement historique des féministes est détourné. Duport s'approprie l'univers de ses adversaires. Avec des visuels flashy, il dépoussière l'image des anti-avortements. Il les dédiabolise. Pour servir la cause, il a aussi créé un mouvement de jeunes, les survivants. Si vous êtes né après 75, on avait une chance sur 5 d'y passer. Mais plus grave, certains d'entre nous, on a un frère ou une sœur qui ont été avortés et qui nous manquent. Donc voilà, on a décidé de monter les survivants avec plein de jeunes. Les survivants, car ils auraient réussi à naître malgré la loi autorisant l'avortement. Une chance de vivre sur 5, c'est pas passé loin. Cet enfant manquant, c'est le doigt en moins de leur signe de ralliement. Avec cette trouvaille marketing, ils oublient qu'il y avait en réalité autant d'avortements avant 1975, avant la loi autorisant l'IVG. Donc je vais vous faire le briefing de l'OP. Donc on a des affiches qui concernent chaque candidat du premier tour, avec un message très clair sur l'IVG. Paris, avril 2017. Les survivants se réunissent pour une action coup de poing. Si jamais il y a des gens qui embrouillent dans le truc, on part pas au carton. Dès que vous allumez quelqu'un dans le métro, les flics se pointent. Et d'expérience, c'est pas toujours très drôle, quoi. On est parti ? On commence direct ? Bah ouais. J-12 avant les élections présidentielles. Ces militants préparent une action illégale. Pour la première fois, ils ont autorisé une caméra à les suivre. Condition express, rester anonyme. Ils vont remplacer les publicités par leurs propres affiches. Leur but, attirer l'attention des médias et des 5 principaux candidats à l'élection présidentielle sur le sujet de l'avortement. Allez, on enchaîne. Vous voyez que ça a marché, une opération comme ça? Tu tentes rien à rien? Ça va forcément interpeller les gens de voir dans un espace public des affiches aussi bien faites sur un sujet qui est tabou aujourd'hui, qu'on n'a pas le droit d'évoquer. Leur mode d'action privilégié, l'agite-propre, une communication aux limites de la manipulation. On va pas s'entendre là, les jeunes. Non, lis ce qui est écrit. On va pas s'entendre là. Regardez. Lis ce qui est écrit. On fait de la politique. On fait de la propagande. C'est pas bien ce qu'on fait. Bah c'est ça la politique. Avant de partir, une photo. L'objectif, c'est de faire le buzz. L'impact va être immédiat, dans la presse et sur les réseaux sociaux. Les féministes et les politiques s'indignent. La RATP porte plainte. L'opération est un succès.
Ces actions spectaculaires sont rares. Le vrai terrain d'action d'Émile Duport, c'est Internet. Il a créé tout un écosystème. Humour, couleurs et titres accrocheurs. L'internaute croit surfer sur un forum d'ados sur le sexe. En réalité, la critique de l'IVG est partout, avec son lot de contre-vérités. Il faut néanmoins quand même que tu saches que les risques de stérilité et de dépression, ils sont bien réels après un avortement. Ça va te plomber ta vie entière. Derrière ces youtubeurs militants, une stratégie calculée et même théorisée dans des documents internes que nous nous sommes procurés. Ils détaillent noir sur blanc les véritables objectifs d'Émile Duport. Le premier d'entre eux, cibler les moins de 40 ans. La jeunesse est inattaquable politiquement. Cible prioritaire, les jeunes gens nés après 75. Cible secondaire, les médias et les politiques. Cible tertiaire, la sphère pro-life qui a besoin d'être renouvelée dans son envie et son discours. Pour convaincre ces jeunes, tout est bon, y compris la manipulation. Ce que nous aimerions que la cible pense. Discours de liberté, car le sécuritaire ne marche pas avec les juniors. La cible doit donc penser qu'elle est sur un site de jeunes qui ne vont pas la juger ou lui dire ce qu'elle doit faire, même si dans les faits, c'est ce qu'on ambitionne de faire. Tout le monde était à la réunion de lancement ou pas? Non, dans ma Agnès n'était pas là et Alette non plus. Quelque part dans Paris, dans un lieu qu'il tient à garder secret, Émile Duport a installé son quartier général. Canon, hein. Sans Marguerite Yourcenar, c'est ça? On mettrait juste genre liberté, tu vois, et ne laisse personne dicter tes choix. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. C'est trop stylé. Ce soir-là, il reçoit les militantes chargées d'écrire le contenu publié sur ces sites internet. Il leur présente sa prochaine cyberopération. Nous sommes en mars 2017. Simone Veil, l'ancienne ministre qui a fait adopter la loi autorisant l'avortement en France, est encore en vie. Donc là, je vais vous montrer en avant-première le design. Voilà. C'est la personnalité la préférée des Français. Imaginez 24 heures après sa mort, ça va buzzer dans tous les sens. L'idée, c'est que pour reproduire un peu... Émile Duport a préparé un site internet qu'il compte lancer le jour de la mort de Simone Veil. Il a même acheté son nom de domaine. Tout de suite reconnaître qui est ce week-end, etc. Ils verront tout de suite l'emprunt, quoi. C'est une campagne qui va interpeller les gens. Par contre, ça va choquer nos adversaires. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire comment ils ont osé récupérer la figure de Simone Veil. Et ils le savent? Je pense qu'ils ont fini par le savoir, ou peut-être qu'ils s'en sont même pas rendus compte, hein, mais ils sont pas très attentifs. Le fait que des jeunes sur le digital leur mènent une guérilla numérique, il va leur falloir quelques années avant de s'adapter. 3 mois plus tard, Simone Veil meurt. Le jour même de son hommage national aux Invalides, les survivants déclenchent leur coup de communication. La famille menace de porter plainte. Le fournisseur Internet ferme le site. Mais Émile Duport a encore gagné. Il est dans tous les médias. Depuis les années 2000, les enquêtes sur les valeurs morales le montrent très bien. Il y a une revendication d'autorité, une revendication d'ordre public, une revendication de famille, et qui permettent aux groupes anti-avortement, anti-mariage gay, d'avoir un enracinement dans la société. Cette nouvelle vague a ses intellectuels. Une jeune garde réactionnaire qui parle haut et fort. Eugénie Bastier n'a que 25 ans. Elle est invitée partout, avec toujours l'IVG en ligne de mire. Moi, personnellement, je considère que c'est un homicide et qu'on décide arbitrairement, par un compromis politique, de trancher entre deux vies. La vie de la mère et la vie d'un enfant, une vie à venir. De dire que c'est un homicide, c'est très fort, parce que ça veut dire quand même que les femmes sont criminelles. Je ne sais pas forcément si on peut
Quelqu'un qui commet un homicide est forcément une criminelle. Après, on peut se dire qu'on pardonne les criminels, mais on se dit qu'elle est criminelle. Je sais pas, si vous renversez quelqu'un avec une voiture, est-ce que ça fait de vous un criminel? Si c'est intentionnel, ça fait de vous un criminel. Est-ce que c'est intentionnel? Oui, mais après, sa question, c'est moi, je juge pas les intentions. Simplement, je considère que il y a un être humain qui est tué. Alors je sais pas si on peut appeler ça, peut-être on peut appeler ça un homicide. Dites un autre mot. Moi, j'ai pas peur des mots. Enfin, j'aime pas cette atténuation du réel par le politiquement correct. Eugénie Bastier est éditorialiste au Figaro, le plus grand quotidien français. Elle écrit aussi pour une revue confidentielle, mais influente, limite. Le corps de femme enceinte, je peux en témoigner, tout est organisé pour la protection de l'embryon. Donc du coup, évidemment que l'opération qui consiste à extraire un embryon, c'est une brutalité faite au corps féminin. Et donc pour ça, je pense que l'écologie, comprise comme protection de tous les corps et de tous les corps vivants, peut nous permettre de mieux réfléchir à ces problématiques. L'écologie intégrale, le concept phare de la revue Limite. Un concept forgé par le pape François en 2015. Après le féminisme et les droits de l'homme, voici l'écologie qui, à son tour, se fait instrumentaliser par les anti-IVG. Alors, je dirais que l'écologie intégrale, c'est disons une vision du monde assez globale qui essaie de réconcilier d'un côté le souci de ce qu'on a pu appeler écologie humaine, c'est-à-dire un peu un souci bioéthique de protection de la vie, avec l'écologie environnementale qui protège la nature, l'environnement, le climat, etc. Et l'idée que tout est lié, hein, comme le dit le pape François dans l'Audate aussi, et que finalement, on ne voit pas pourquoi on défendrait d'un côté les pingouins et pas les embryons, et vice-versa. Avec les anti-avortements, l'Église n'est jamais très loin. Et il y a bien un pays où son influence se fait sentir, c'est l'Italie. Bonjour, Vita di Donna. Comment puis-je t'aider? Oui, je vous appelle pour avoir des informations sur l'IVG. J'ai fait le test urinaire aujourd'hui. Combien de jours de retard? Ah ok, 10 jours de retard. Depuis 1978, l'avortement est légal en Italie, mais on a du mal à le croire quand on passe la journée avec Lisa Canitano. Association Vita di Donna, je vous écoute. Cette gynécologue a créé une association d'aide aux femmes. Mais ton amie, elle est encore dans les temps ou pas? Elle pense qu'elle va dépasser les délais parce qu'il n'y a pas de place disponible pour un avortement. Dis à ton amie de m'appeler, on va l'aider. Ah ok, merci. Salut ma belle. On reçoit au moins 6 à 7 coups de fil par jour de femmes qui ont besoin de savoir où aller et comment faire. L'Italie est dans une situation compliquée. On est passé de 59% d'objecteurs de conscience en 2005 à 70% aujourd'hui. L'objection de conscience, c'est le droit des médecins à refuser de pratiquer des avortements pour des raisons religieuses ou éthiques. C'est cette objection de conscience qui, selon ses parents, aurait causé la mort de Valentina, la Sicilienne. Dans la région de Rome, 8 soignants sur 10 sont objecteurs. Les hôpitaux doivent donc faire appel à des médecins extérieurs comme Lisa. Elle consulte 3 fois par semaine dans celui-ci. Scusa. Hai avuto altre gravidanze? No. Ok. Primo giorno dell'ultima mestruazione? Credo il 6 agosto. Indicativamente non ricordo benissimo, ma credo il 6 agosto. Ok. Quando è uscita la legge, Quand la loi de 78 a été votée,
l'Église a demandé officiellement à tous les personnels médicaux de faire objection de conscience, de façon à bloquer immédiatement la loi. Ça n'a pas marché. Alors la stratégie qu'a choisie l'Église a été plus hypocrite, plus sournoise. Elle s'est mise à conquérir les services en faisant nommer des médecins catholiques à la tête des maternités publiques. Du coup, quand tous sont objecteurs, quand tout l'environnement objecte, à la fin, il devient héroïque de ne pas être objecteur. Lisa Canitano fait partie de ces gynécologues militants aujourd'hui en voie de disparition. Face à eux, des médecins objecteurs de mieux en mieux organisés. Polyclinique Gemelli au cœur de Rome. Un hôpital et une université 100% catholique. Cette statue est ici parce que dans une des chambres que vous voyez là-haut, Jean-Paul II a été hospitalisé. En plaisantant, il a dit qu'on appellerait cet endroit le Vatican bis. De la même façon que j'espère qu'on abolira la peine de mort pour tous les hommes, je fais le vœu qu'il n'y aura plus de peine de mort pour les embryons. Le professeur Noia dirige l'unité de diagnostic prénatal de Gemelli. Il est aussi l'un des chefs de file des médecins objecteurs de conscience en Italie. L'objection de conscience est un droit constitutionnel. Une sorte d'autel sacré qui existe pour éviter qu'une dictature idéologique vienne empêcher les personnes d'agir selon leur conscience la plus profonde. Comment est-ce que c'est possible de concilier conscience personnelle des médecins et droit à avorter ? Ce n'est pas possible de les concilier. Une fois que j'ai informé la patiente des raisons pour lesquelles je suis objecteur de conscience, ma compétence en tant qu'objecteur s'arrête là. Pour ces médecins, il n'y a aucune obligation légale de renseigner les femmes qui souhaitent avorter. Elles se retrouvent livrées à elles-mêmes. Colleferro, au sud de Rome. C'est cette solitude qu'a vécue Valentina il y a 4 ans. Bien que j'ai appris que j'étais enceinte 10 jours après le rapport, je n'ai réussi à avorter qu'à la 8e semaine de grossesse. À l'époque, je n'ai pas de maison. J'habite chez mes parents, je n'ai pas de travail, je suis étudiante. Et mon compagnon a 23 ans comme moi. Il est dans la même situation économique que moi, il ne travaille pas. Le garder signifiait abandonner mes études et même sacrifier ma vie. Donc je n'ai même pas eu besoin de réfléchir. J'ai tout de suite dit que je ne voulais pas le garder. Avant même d'entamer les démarches, Valentina est prise de violents maux de ventre. Elle se rend aux urgences. C'est un médecin objecteur qui la reçoit. Le médecin me dit qu'il est triste que je veuille faire une IVG. Je suis obligée de raconter ma vie personnelle à cette personne, qui veut savoir si je suis en couple ou pas. Et je dois répondre à toutes ces questions tout en lui répétant que la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que j'ai mal. Et personne ne m'aide. Personne ne me donne un putain d'antidouleur. Personne ne me dit « tu as ça ou ça, c'est grave ou pas ». Il me dit même que je devrais profiter de cette période de douleur pour réfléchir à mon choix, vu que manifestement c'est un choix douloureux. Je suis allée aux urgences avec ma peur et ma douleur. Et j'en suis ressortie avec ma peur et ma douleur. Valentina va ensuite subir les conséquences indirectes de l'objection de conscience.
Faute de volontaires, les services IVG sont saturés. Le premier hôpital que j'appelle, l'infirmière me répond qu'il ne donne pas de rendez-vous et qu'ils font entrer les 5 premières femmes qui se présentent. En fait, les femmes commencent à faire la queue la nuit précédente. Elles arrivent vers 4h30, 5h du matin pour se donner une chance d'être prises en charge. Et même en faisant ça, elles n'ont aucune garantie. Tous ces services sont ouverts seulement certains jours par semaine et à certaines heures. Donc il arrive qu'on passe un coup de fil, qu'on reste un quart d'heure en attente, que la ligne coupe, alors tu rappelles. Tu te refais passer la personne par le standard et là il n'y a plus personne au bout du fil. C'est ça aussi le parcours. À la fin, je réussis à parler avec quelqu'un d'un service de gynécologie. Et là, elle me propose une date. 6 mois plus tard. Alors là, la seule chose que j'ai trouvé à dire sur un ton sarcastique, c'est « Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je viendrai avec mon fils quand il aura son permis de conduire. » Pendant que tu fais tout ça, tu te dis « Mais quoi, c'est quand même mon droit. Je suis en Italie, c'est légal. C'est un hôpital public, il se doit de faire son travail. Je ne demande rien d'extravagant. » Ton corps est pris en otage et d'autres décident pour toi. Valentina réussira à trouver un rendez-vous à temps. Mais elle serait des milliers dans son cas. Comment est-ce possible dans un pays où l'avortement est légal depuis 40 ans? Nous avons voulu interpeller la ministre de la Santé. Aucune réponse, malgré de nombreuses relances. Après plusieurs mois, on nous oriente vers sa conseillère. Le nombre idéal d'avortements pour tout le monde est 0. La situation de l'avortement est satisfaisante aujourd'hui en Italie. Je pense que les femmes y ont facilement accès. Nous, on a quand même rencontré des femmes qui ont eu un mal fou à pouvoir avorter dans les délais. Vous niez, vous dites qu'il n'y a aucun problème en Italie. Je ne dis pas qu'en Italie, tout est parfait dans le système de santé, ou que tout est parfait en matière d'IVG et qu'il n'y a aucun problème. Je dis que les chiffres montrent qu'il y a des structures et du personnel qui permettent d'accéder à ce service. Et il n'y a eu aucun contentieux juridique en 40 ans. Devant la justice italienne peut-être, mais pas au Conseil de l'Europe. En 2014, puis en 2016, l'Italie a été visée par 2 résolutions pour non-conformité avec la Charte sociale européenne. La principale explication au blocage italien n'est pas à chercher très loin. Elle se trouve à Rome, dans 44 hectares de secrets et de puissance, au cœur du Vatican. Dal nostro battesimo, Dio ci ha perdonati, condonandoci un debito insolvibile, il peccato originale. Egli ci perdona tutte le colpe non appena mostriamo anche solo un piccolo segno di pentimento. Dio è così. Le pardon, le credo du pape François. Depuis 2016, il vient même de l'étendre aux femmes ayant avorté. Autrefois, il n'y avait que l'évêque qui pouvait pardonner le péché de l'avortement. C'est comme si dans une grande ville, pour une grave maladie, il n'y avait qu'une seule pharmacie centrale. Le pape, qui a compris le drame de la situation, a multiplié les pharmacies pour que toutes les femmes qui ont eu ce problème puissent être aidées, consolées et pardonnées. Ouvrir les bras aux femmes pécheresses, mais ne rien lâcher sur la faute qu'elles auraient commise. Avec François, la doctrine n'a pas changé d'un iota.
Le message est très clair. Chaque vie humaine est un patrimoine unique de l'humanité. Voilà pourquoi éliminer cet être, qui est une vie humaine, est toujours un crime contre l'humanité. Un discours sans concession qui pourtant ne suffit pas à certains. Dans l'ombre, un courant extrémiste s'organise au Vatican. L'un de ses relais s'appelle le Dignitatis Humanae Institute, le DHI. On a lancé le DHI pour répondre à cette pression laïque militante qui veut broyer et éliminer chaque empreinte de chrétienté de la sphère politique. Le DHI a pour parrain 12 cardinaux, parmi les plus fondamentalistes. Il a aussi des amis haut placés dans le monde politique, comme Steve Bannon, l'ex-conseiller d'extrême droite de Donald Trump. En 2014, et par Skype, il intervient au colloque annuel de l'Institut organisé au Vatican. Je crois foncièrement que nous démarrons le XXIe siècle en pleine crise de notre Église et de notre foi, de l'Occident et du capitalisme. Nous sommes au tout début d'un conflit qui va être brutal et sanglant. Un choc des civilisations serait imminent. Pour s'y préparer, le Dignitatis Humanae Institute se met en ordre de bataille. À l'abri des montagnes italiennes, non loin de Rome, il a investi ce monastère du Xe siècle. C'est d'ici que Benjamin Harnwell, le président de l'Institut, veut piloter demain la croisade contre l'avortement. Nous sommes convaincus que le Dignitatis Humanae Institute va devenir le quartier général de cette bataille mondiale pour défendre les fondements judéo-chrétiens de l'Occident. Et beaucoup de personnes viendront séjourner ici. Des politiques avec qui on travaille, des diplomates, des journalistes et des membres de la société civile. Si à l'avenir on dit que le DHI est le Davos de ce combat, j'en serai très heureux et très fier aussi. Benjamin Harnwell vient de recevoir les clés du monastère. Ce levier d'influence devrait être opérationnel cette année. Avec ce Davos anti-avortement, la ligne fondamentaliste de l'Église cherche à influencer le débat public. Et elle a en Italie un terrain privilégié. Il y a ici des réglementations sur mesure, uniques dans leur genre, qui prolongent le combat anti-IVG jusqu'aux grilles des cimetières. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gallarate en Lombardie, dans le nord de l'Italie. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Prepariamo il canto numero 5. Dans chaque boîte, 6 fœtus. Inoltre, per la morte ingiusta e violenta subita da molti di questi piccoli, infine crediamo e confidiamo che la nostra preghiera, unita al sacrificio di questi bambini, possa implorare misericordia e perdono per quanti nel giudizio di Dio sono responsabili e colpevoli. Tous ces croyants sont membres de Défendre la vie avec Marie.
L'association a passé des accords avec certains hôpitaux publics. Chaque semaine, elle récupère les fœtus avortés. La région lui a donné le droit de les enterrer. Le corps est jeté comme un déchet hospitalier, comme un appendice ou une tumeur, si vous voyez ce que je veux dire. Et ceci est inacceptable. On a caché la vérité sur le corps de ces enfants, afin de faire accepter qu'ils ne sont rien, que ce ne sont pas des enfants. C'est rien. À partir du moment où ces enfants, on leur reconnaît une identité corporelle, ça change tout. L'association dit avoir enterré 120 000 fœtus depuis 1999. Parfois, ce sont les hôpitaux qui le font eux-mêmes. Les parents sont-ils au courant? L'association prétend que oui, les hôpitaux aussi. À Turin, Martia Tiburgo raconte une autre histoire. Tout commence par un courrier en mai 2014. J'ai reçu un recommandé qui me disait que sous peu, il y aurait l'exhumation d'un défunt nommé Tiburgo. Comme mon père était mort en avril, j'ai tout de suite pensé qu'il y avait une erreur, que quelque chose n'allait pas. Alors j'appelle le cimetière et j'ai, au bout du fil, une voix embarrassée. Elle me dit « Mais non, ça n'est pas le Tiburgo auquel vous pensez. C'est quelque chose qui remonte à 2008. » Alors, tout de suite, j'ai fait le lien. Martia a avorté à 4 mois de grossesse, après un diagnostic de trisomie. Ils m'ont expliqué que le produit de l'avortement avait été enterré, qu'il y avait un tombeau. Et comme c'était il y a 5 ans, ils allaient procéder à l'exhumation. Et j'ai dit, mais comment c'est possible? Personne ne m'a jamais rien dit. Et la femme au téléphone m'a répondu, vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup de femmes comme vous qui sont dans la même situation. Ceci est le tombeau de mon embryon. Il y a mon nom et la date de l'avortement. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une tombe. Il y a une petite peluche, ce n'est pas moi qui l'ai déposée. Des fleurs que je n'ai pas mises et un cœur que je n'ai pas mis non plus. Depuis, Martia a fondé une famille. Elle a 2 enfants, Neidan et Nila. Avec son mari, Yann, elle s'est battue pour que personne ne revive son calvaire. L'hôpital et la mairie de Turin se sont engagés à prévenir les familles avant toute inhumation. Je pense que sur les thématiques de la sexualité de la femme, de la maternité ou ce genre de choses, il y a encore une forte empreinte de type religieuse. Il y a une volonté de culpabiliser la femme, comme pour lui dire « Tu ne veux pas t'en occuper, alors je vais m'en charger. Au fond, tu n'es pas une bonne maman. Tu as avorté. » Combien d'Italiennes ignorent encore que quelque part, une tombe à leur nom rappelle qu'elles ont un jour avorté? Dans certains cimetières du nord de l'Italie, ces petites tombes identiques s'étendent à perte de vue, avec presque toujours le même prénom, Céleste. Un prénom mixte,
faisant référence au divin, et une culpabilisation des femmes, à grande échelle. À la région de Lombardie, où l'on soutient activement ces pratiques, nous n'avons pas pu obtenir de réponse. L'Église pèse de tout son poids en Italie. Mais elle a aussi d'autres bastions, à l'Est, notamment en Pologne. 40 millions d'habitants et des racines catholiques profondes. L'avortement y est quasiment impossible. Malgré cela, en 2015, le gouvernement conservateur s'y attaque. Des millions de Polonaises descendent alors dans la rue pour protéger le peu de droits qu'elles ont. Le projet d'interdiction totale de l'IVG est retiré, mais début 2018, le gouvernement est revenu à la charge avec un nouveau texte. Toujours à l'Est, le gouvernement hongrois s'est aussi donné pour objectif de réduire considérablement l'accès à l'avortement. Mais ici, presque personne ne proteste. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'accès à l'avortement. Et pourtant, elles ne sont qu'une poignée. Ici, au pays de Viktor Orban, leader populiste conservateur et autoritaire, manifester ne va pas de soi. Vous savez, en Hongrie, les gens ne savent pas grand-chose sur l'avortement. Ils ne sont au courant d'aucune des menaces qui pèsent sur notre droit. On assiste à une lente tendance qui finira par restreindre le droit à avorter des Hongroises. Le tout premier signe alarmant a été l'adoption de la nouvelle constitution en 2011. Elle dit, à l'article 2, la vie du fœtus sera protégée dès le moment de sa conception. Il est tout à fait évident que quand on insère une telle phrase dans une constitution, l'étape suivante est très logiquement d'interdire l'avortement. Au Parlement, le Premier ministre Viktor Orban pourrait passer à l'acte. Il a une large majorité, près des 2/3 des sièges. Mais il sait aussi que l'opinion serait contre lui. 70% des Hongrois ne veulent pas revenir sur ce droit. Alors le gouvernement a une autre stratégie. Nous n'envisageons pas de changer la loi. Ce n'est pas la loi qu'il faut changer, mais bien plus les mentalités et l'éducation. Désormais, dans les écoles hongroises, il y a un nouveau programme national qui s'appelle « Éducation à la vie de famille ». Il enseigne par exemple ce que c'est que de porter un enfant, ce que c'est de devenir une famille, ce qu'implique un avortement. Je pense qu'il faut qu'on prenne clairement position. En Hongrie, la roue tourne. Et les premières victimes de ce vent réactionnaire sont les femmes. C'était en été. Nous étions partis passer des vacances à la campagne, chez les parents de mon copain. C'est un tout petit village, pas loin de la frontière. Donc il n'y a rien dans le coin. On se protégeait avec un préservatif. Mais l'accident est arrivé. J'ai tout de suite pensé à prendre la pilule du lendemain. Mais comme on était dans ce petit village et qu'il n'y a aucune pharmacie ouverte le week-end, et qu'en plus, pour avoir la pilule du lendemain, il faut une prescription médicale, il fallait aussi que je trouve un gynécologue.
Et tout ça en 72 heures. C'était impossible. En Hongrie, pas de pilule du lendemain sans ordonnance et pas d'avortement sans entretien psychologique. Toute la consultation a été très pénible. Car même si je savais que je ne voulais pas poursuivre cette grossesse, j'avais évidemment des sentiments. Et elle, sur le ton de la confidence, me disait que ce que je portais en moi était déjà un être vivant, que je n'avais qu'à le laisser grandir, qu'il allait naître et que je ne regretterais jamais cette décision. Pour me convaincre, elle utilisait un discours très psychologique. C'était comme un interrogatoire et je me souviens que je voulais que ça se termine au plus vite. Je savais qu'il fallait que je convainque cette femme pour qu'elle me donne l'autorisation d'avorter. Alors j'ai fini par inventer une histoire. Je lui ai dit « Je ne peux pas garder ce bébé, car mon copain est alcoolique. » Année après année, Orbán resserre son étau sur les femmes hongroises. Sa mesure la plus lourde est l'interdiction en 2012 de la pilule abortive, une méthode pourtant majoritaire en Europe et qui permet d'avorter sans chirurgie, en absorbant des cachets. Je pense que vous ne pouvez pas faire croire que prendre la vie de quelqu'un est aussi simple que d'avaler un cachet. Si vous dites à une femme qu'elle n'a qu'à prendre un cachet et c'est bon, que mettre fin à une vie est aussi simple que cela, c'est tellement plus facile que de passer par toute la procédure chirurgicale. Pour la ministre, il faut souffrir pour avorter. Ce discours moralisateur ne laisse pas le choix aux Hongroises. Si elles veulent un avortement médicamenteux, elles doivent aller à l'étranger. Principale destination, Vienne. Derrière cette façade, la clinique du docteur Fiala. Rien ne la signale, hormis ce militant anti-IVG. Cette jeune femme en blanc est arrivée ce matin par le train. Chaque semaine, le gynécologue reçoit 15 patientes venues de Hongrie. Il a même embauché une traductrice qui assiste aux consultations. Und sie hat sich schon für den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch entschieden? Ja, die Beraterin draußen gibt ja dann die ganzen Tabletten zum heute nehmen und für Mittwoch. Comment vous vous sentez? Je me sens un peu nerveuse, mais depuis que je suis arrivée ici, ça va mieux. Parce que moi, j'avais peur de l'intervention chirurgicale. Donc quand j'ai vu sur Internet qu'ici, on pouvait interrompre une grossesse avec un médicament, cela m'a un peu soulagée. Ce choix a aussi un coût, 530 €. C'est plus que le salaire moyen hongrois. Tenez, voici vos pilules. Vous devez prendre les 3 cachets de mifégine tout de suite. Ce sont eux qui arrêtent la grossesse, d'accord? Maintenant, je prépare le deuxième médicament, vous savez, celui que vous devez prendre dans 48 heures. Ensuite, dans 10 à 14 jours, vous allez faire la visite de contrôle et ils vérifieront que tout est bien sorti, ok? En tout, cette jeune patiente hongroise aura passé moins d'une demi-journée à Vienne. Pour le docteur Fiala, gynécologue engagé, l'avortement est un révélateur, un éclairage cru sur la vérité des sociétés. La question de l'IVG a toujours été une question de pouvoir.
Qui a le pouvoir de décider sur la fertilité d'une femme ou d'un couple? Historiquement, ça a toujours été très clair. C'était le monarque, le dictateur, le Führer qui avait ce pouvoir. C'est un peu comme si le propriétaire d'une basse-cour décidait du nombre d'œufs à pondre et qui doit les couver. L'État a toujours voulu des soldats, de la main-d'œuvre, ou bien, comme on dit aujourd'hui, de façon politiquement correcte, des travailleurs pour payer nos retraites. Et ce qui est absurde, c'est que les pays où l'accès à la contraception et à l'IVG est très rigide et restrictif, comme l'Italie, la Hongrie ou la Pologne, les taux de natalité sont très bas. Et les pays comme la Suède et la France, qui ont un accès très libéral à la contraception et à l'IVG, ont les taux de natalité les plus élevés. Pourtant, certains États persistent à voir dans l'IVG un frein à la natalité. Une idée répandue dans l'Europe de l'Est, ainsi qu'en Russie. Sur le sujet de l'avortement, Moscou compte bien influencer la politique européenne. L'URSS est le premier pays au monde à avoir légalisé l'avortement. Une volonté de Lénine imposée dès 1920. Un siècle plus tard, l'URSS a disparu, mais la Russie reste le pays où le taux d'avortement est le plus élevé au monde. Un record qui indispose l'Église orthodoxe. Elle a fait de l'avortement son cheval de bataille. Parmi les croyants, il y a des hommes de pouvoir, comme Vladimir Yakounine. Vladimir Yakounine est un oligarque russe qui a un passé au sein de la KGB, de la FSB en Russie, un proche de Vladimir Poutine et aussi est ancien dirigeant de la Société des chemins de fer, l'équivalent de la SNCF en Russie. Un homme clé devenu milliardaire. Vladimir Yakounine est un orthodoxe fondamentaliste et philanthrope. Il a créé il y a 25 ans la Fondation Saint-André le Premier. Son but, remettre la religion au centre de la société. En 2013, il décide d'étendre son action au monde entier. Il ouvre une filiale à Genève. Sur les actes notariés, il annonce ses intentions sans détour. La Fondation peut encourager par tout moyen adéquat, notamment par un soutien financier, des groupes de travail, de réflexion et d'action. Vladimir Yakounine ne lésine pas et attribue à sa fondation un capital initial d'1 million de francs suisses, déposé en espèces, soit près de 860 000 € en liquide. Mais ça n'est qu'un début. Dans le rapport financier de la Fondation, on peut voir que les dons entre 2014 et 2016 s'approchent des 9 millions d'euros. Sur la base de ces 9 millions d'euros, il dépense 1 400 000 sur différents programmes. Un programme est intéressant, c'est celui de la sainteté de la mère, Sanctity of Motherhood, sur lequel, en 2015, ils auraient dépensé 200 000 €. Le but de ce programme est d'empêcher les femmes de procéder à un avortement. La Fondation Saint-André organise aussi de grands colloques pour faire la promotion de la famille traditionnelle. Le plus important d'entre eux a eu lieu à Moscou en 2014. Nous avons découvert des documents révélant les coulisses de son organisation. Sur ces fichiers Excel, la liste des participants. On voit dans cette liste les tentatives de certains acteurs au sein de la Russie, proche du Kremlin, d'essayer de déployer des moyens diplomatiques pour influencer des hommes et des femmes politiques dans les pays limitrophes ou proches d'une certaine façon. Donc on voit plusieurs personnes de pays de l'Europe de l'Est. Parmi ces politiques, la ministre hongroise Katalin Novák ou encore
le leader espagnol anti-avortement Ignacio Arzuaga. Les frais de voyage sont pris en charge par la fondation de Yakounine pour une trentaine de ses congressistes. Ces documents prouvent un lien financier entre des entités russes qui ont pour but de promouvoir des valeurs traditionnelles, dont des positions anti-choix, avec des organisations en Europe qui partagent les mêmes objectifs. Donc nous savions qu'il y avait des contacts, nous n'avions pas connaissance de liens financiers directs. Ces documents-là prouvent ce lien financier. Vladimir Yakounine a refusé de répondre à nos questions. Mais un autre oligarque a accepté de nous ouvrir sa porte. Lui aussi dépense beaucoup d'argent pour la cause anti-avortement. Lui aussi opère depuis Moscou, le centre de cette nouvelle internationale russe. En Russie, la tendance est au retour à l'orthodoxie, à la tradition, au christianisme. Les choses s'améliorent, il y a moins d'avortements chaque année. C'est grâce au changement des mentalités. Les femmes commencent à réfléchir différemment de l'époque soviétique ou des années 90, quand il y avait une propagande libérale en Russie qui venait de différentes sectes ou de mauvaises influences occidentales. Dans son bureau, ses allégeances sont clairement affichées. Proche du patriarche orthodoxe Kirill, admirateur de Poutine et du tsar Nicolas II. Il est sur la liste des citoyens russes placés sous sanctions internationales. Les Américains l'accusent d'avoir financé les milices séparatistes pendant la guerre en Ukraine en 2014. Il a monté sa propre chaîne de télévision, Tsargrad. Conservatrice et provocatrice, elle alimente les polémiques. Comme à l'été dernier, avec une offre ouvertement homophobe qui a fait le tour du monde. Salut, on nous accuse souvent de ne pas aimer les États-Unis et d'être agressifs par rapport aux homosexuels. Mais ce n'est pas vrai. Récemment, en Californie, on a proposé de faciliter l'obtention des visas pour les pervers russes. L'équipe de la chaîne Tsargrad soutient cette initiative. Encore mieux, nous sommes prêts à payer un aller simple à chaque personne qui serait sérieusement prête à émigrer et qui serait capable de nous fournir un certificat médical pour confirmer son homosexualité ou toute autre forme de perversion. Konstantin Malofeev est un orthodoxe radical. Il veut rechristianiser les esprits. Pour cela, il a monté lui aussi sa fondation, Saint-Basile-le-Grand. Comme Vladimir Yakounine, il a lancé un programme de préservation de la maternité. Une vision puritaine et des initiatives très concrètes comme cette maison des mamans, un refuge pour femmes en détresse dans la banlieue de Moscou. Maria en est la directrice. C'est dans cette pièce que viennent prier nos protégés. Notre confesseur, le prêtre de notre centre, vient ici pour tenir l'office religieux. Mais récemment, on nous a fait don d'une très grande quantité d'aide humanitaire. C'est de la nourriture pour bébés, pour nos mamans et leurs enfants. Créé en 2012, ce centre peut accueillir jusqu'à 8 mères avec leurs enfants. Voici la plus grande chambre du 2e étage où vivent nos résidentes. Cette pièce est prévue pour 3 mamans et 3 bébés. En ce moment, il y a 2 résidentes dans cette chambre, Marina et sa fille Yana. Il y a ici des mères célibataires hébergées pour un temps et des femmes enceintes que l'institution dissuade d'avorter. Toutes les femmes qui se sont adressées à nous alors qu'elles hésitaient à avorter, nous les avons convaincues. Cela représente 30 personnes et 30 bébés sauvés depuis la création de notre centre. Parmi les pensionnaires, ce jour-là, il y a Natalia qui a justement choisi de poursuivre sa grossesse.
Il fallait que je prenne une décision, avorter ou garder mon bébé. Je voulais avorter parce que mon copain m'a tabassé très violemment. Il voulait que je fasse une fausse couche. 2 fois, il m'a frappée au ventre et à la tête, très fort quand il a su que j'étais enceinte. Je suis allée chez la gynécologue, j'ai fait toutes les analyses et le médecin m'a dit « Peut-être qu'il vaudrait mieux le garder, non? Tu as déjà l'âge qui convient ?» Et elle m'a demandé d'aller dans un cabinet pour voir le psychologue. Cette psychologue est une bénévole. Elle vient d'une fondation orthodoxe. Je suis entrée dans son cabinet. Elle m'a rassurée. Et elle m'a convaincue de ne pas avorter. Cet entretien est devenu obligatoire sous la pression de l'Église orthodoxe. Politique et religion ont fait alliance pour réduire le nombre d'avortements en Russie. J'avais perdu mon travail. Je n'avais plus rien sur mon compte. Je savais que je ne pourrais pas rentrer chez mes parents. Ils ne comprendraient pas. Ici, on m'a dit qu'on me fournirait tout le nécessaire. Couches, nourriture, vêtements, poussettes. Tout ça, on le donne ici. Tout ira bien. Je vais m'en sortir. D'ici quelques semaines, Natalia devra quitter le foyer. Sans ressources, pourra-t-elle s'en sortir? En tout cas, Maria, elle, a réussi sa mission. Lui faire garder son enfant. La première maison des mamans a été créée en 2011. Aujourd'hui, il y en a plus de 50 dans toute la Russie. Un modèle que Konstantin Malofeev se verrait bien exporté en Europe. L'Europe est en train de mourir. L'Europe est en train de disparaître. À l'époque, l'Occident, avec Reagan, s'est battu contre ce qu'il appelait l'empire du mal, c'est-à-dire l'Union soviétique. Il voulait protéger le christianisme et ses traditions partout dans le monde. Il a permis de vaincre le communisme en Russie. Donc je pense que c'est à notre tour de prier afin d'en finir avec la menace libérale en Europe et en Amérique. C'est à notre tour de rendre ce que nos frères chrétiens nous ont donné il y a 30 ans. Jusqu'où Konstantin Malofeev est-il prêt à aller pour aider ses amis chrétiens? Nous avons obtenu des documents montrant qu'Ignacio Arzuaga, le cerveau des anti-IVG espagnols, aurait sollicité l'oligarque pour financer le lancement de sa plateforme de pétition en ligne, CitizenGo. Nous les avons montrés à Nil Data. Il y a 3 documents qui ont l'air assez intéressants. Un premier document est une lettre signée par Ignacio Arzuaga de la part de CitizenGo Hastewir qui demande à M. Malofeev une subvention. Donc il lui demande pour 100 000 €. Et un deuxième document date du mois de juin 2013 et on dirait que c'est un projet d'accord, un projet de contrat entre la fondation CitizenGo et la fondation Saint-Basile le Grand, la fondation de Konstantin Malofeev. Le troisième document est un fichier Excel où on voit les noms de plusieurs bailleurs de fonds potentiels pour le projet CitizenGo. Et là, on retrouve le nom de Konstantin avec un montant de 75 000 €. Tout mène à croire qu'il y aurait un financement de Konstantin Malofeev. Nous avons posé la question à l'oligarque russe. Est-ce que vous financez des mouvements pro-life en Europe? Non, je finance des mouvements pro-life en Russie. Nous avons des documents qui montrent que vous financeriez des mouvements comme CitizenGo. De moi? Oui. Konstantin Malofeev? Personnellement? Je ne suis pas sûr.
Vous feriez mieux de me montrer ces documents. Vous voulez? Je les ai. Oui, montrez-les-moi. J'ai ici une lettre de lui qui vous demande de l'argent. Ils nous ont probablement sollicités, mais à ce que je sache, nous n'avons rien signé. Je ne suis pas le directeur de ma fondation, mais à ma connaissance, nous ne les avons pas financés. Constantin Malofeev n'aurait, à sa connaissance, jamais soutenu le mouvement d'Ignacio Arzuaga. Candide intéressé. À Madrid, nous lui avons posé la même question. Il y a des documents qui montrent que vous avez demandé de l'argent à Constantin Malofeev. 100 000 euros. C'est vrai, mais nous n'avons pas reçu 1 euro de Constantin Malofeev. Pourtant, l'accord proposé par les Espagnols est très détaillé. Pour cette contribution de 100 000 euros, CitizenGo s'engage à donner un poste sur son conseil d'administration à un représentant de la fondation de Konstantin Malofeev. Quelques mois plus tard, on retrouve un dénommé Alexei Komov, qui est le bras droit de M. Malofeev au conseil d'administration de CitizenGo. Donc, on dirait qu'il y a eu exécution du contrat. Il y a aussi un projet d'accord. Oui, on ne l'a pas signé. Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien eu de conclu. Parce que maintenant, ils sont tous membres du conseil d'administration de CitizenGo. Non, Constantin n'est pas membre du conseil. Je pensais à Alexei Komov, qui lui travaille pour la fondation de Malofeev. Maintenant, il est au conseil d'administration de CitizenGo. Oui, c'est exact. Comme le projet prévoyait qu'en échange d'argent, il entrerait au conseil d'administration, on peut se poser la question, non? Ces informations ont été volées. Vous ne devriez pas les publier, parce que ce sont des informations d'ordre privé. Mais je peux vous poser la question. Est-ce que c'est vrai? Oui, vous pouvez me poser la question, mais vous ne pouvez pas utiliser des informations qui ont été divulguées par des gens qui les ont volées. Mais encore une fois, nous n'avons reçu, comme je vous le répète, aucun euro de Constantin Malofeev. Je crois que la raison pourquoi il souhaite que ces documents restent secrets, discrets, c'est pour ne pas mettre à la lumière ces liens qui existent entre une organisation qui essaie de se positionner comme étant de gentils chrétiens, mais avec un personnage derrière qui a un personnage sulfureux qui a des liens avec des groupes paramilitaires, qui est sanctionné par l'Union européenne. Le sujet est sensible et notre enquête dérange. Quelques jours après l'interview, nous recevons ce courrier des avocats d'Ignacio Arzuaga, nous menaçant de poursuites judiciaires en cas de publication. L'argent, le nerf de la guerre. Une préoccupation centrale pour les anti-avortements. Il y a bien un pays où il coule à flot pour la cause, c'est les États-Unis. Ici, le combat a toujours été féroce entre anti et pro-choix. Mais en 2017, l'intensité est montée d'un cran. À Washington, manifestants et contre-manifestants ont compté leurs forces. Avec pour la première fois, un vice-président, Mike Pence, avouant ouvertement sa volonté de mettre fin au droit à l'avortement. Life is winning again in America. Be assured. Along with you, we will not grow weary. We will not rest until we restore a culture of life in America for ourselves and our posterity. Thank you, and God bless you, and God bless the United States of America. À chaque présidence républicaine, les anti-IVG ont le vent en poupe. Mais avec Donald Trump, le soutien est plus explicite encore. L'une de ses premières décisions a été pour eux. Cesser tout financement aux organisations internationales soutenant l'avortement.
Les mouvements ont toujours été là, mais ce qu'on constate sous la présidence de Trump, c'est que ces groupes autrefois marginaux sont devenus la norme. Et maintenant, le fait qu'ils investissent en Europe est une source de grande inquiétude. Il faut être vigilant et réactif. Selon Gillian Kane, c'est même l'objectif principal de la droite fondamentaliste américaine. Empêcher l'Europe de financer les ONG pro-avortement dans le monde. L'Europe est l'un des plus gros pourvoyeurs de financement pour les pays en voie de développement. Une grande partie de cet argent soutient l'accès des femmes à la contraception et les droits LGBT. C'est ce qui les préoccupe et c'est ce qu'ils veulent récupérer. Couper les financements européens dans les pays en voie de développement. C'était déjà le but de One of Us, la grande pétition de 2013, première victoire des anti-IVG à Bruxelles. Un succès qui avait en fait un petit goût américain. Voici l'un des principaux orateurs de l'époque, le français Gregor Pupinck. Nous demandons l'intégration d'une clause éthique dans la réglementation européenne qui exclut explicitement de financement européen toute activité qui détruise ou implique la destruction de vies humaines. Gregor Pupinck est juriste. Il dirige le Centre européen pour la loi et la justice, le CLJ. Un des chevaux de bataille de cette ONG, la lutte contre le droit à l'avortement. Son siège est à Strasbourg, son nom est français, et pourtant, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que les dons proposés sont libellés en dollars et pas en euros. On découvre aussi que le CLJ est soutenu par le Centre américain pour le droit et la justice, basé, lui, aux États-Unis. Quelle est la nature de ce soutien? Gillian Kane a enquêté. En ce qui concerne les dernières années, on a les archives de la CLJ pour 2015. Ils ont dépensé presque 1,3 million de dollars en Europe pour financer leur bureau sur place, le European Center for Law and Justice. Ils ont aussi un bureau basé en Russie et un centre pour la loi et les politiques publiques. Donc avec ces trois organisations, en tout, cela représente 2 millions de dollars pour leurs bureaux européens. Entre 2013 et 2015, c'est plus de 4 millions d'euros qui ont été envoyés des États-Unis vers l'Europe. Le CLJ de Gregor Pupinck ne serait donc pas une ONG européenne, mais la succursale d'une ONG américaine. Au sommet de cette holding d'influence, J. Alan Sekulow. Avocat de profession, il est considéré par Time Magazine comme une des 25 personnalités évangélistes les plus influentes des États-Unis. Chaque semaine, il anime un show radio et télévisé. Live from Washington, D.C. Jay Sekulow Live. Une tribune de 2 heures pour cet ultra-conservateur. And now, Chief Counsel for the American Center for Law and Justice, Jay Sekulow. La Chambre des représentants a adopté à une voix près le projet de loi sur la santé. Il prévoit l'arrêt des financements pour des groupes comme le planning familial. Je suis très content qu'on ait gagné. On s'est beaucoup battu pour ça. Vous vous êtes beaucoup battus et c'est une vraie victoire. Converti au christianisme, opposant à l'avortement, Jay Sekulow sait se faire entendre au plus haut niveau. Cela fait des années que Jay Sekulow est dans le paysage. Mais aujourd'hui, il est aussi devenu l'un des avocats du président Trump. Donc il a un accès direct aux leaders du monde libre, comme on dit. Ce sont des signaux d'alerte supplémentaires qui nous font craindre que cela augmentera l'impact de l'ACLJ en Europe. L'ACLJ est un lobby efficace, mais il y en a d'autres. Sur la planète anti-avortement, il existe un réseau des réseaux, une fédération qui rassemble tout le monde, Européens et Russes,
sous le leadership des premiers financeurs, les Américains. C'est le Congrès international des familles. Il se réunit chaque année depuis 10 ans. C'est un plaisir de vous accueillir à la 11e édition du Congrès international des familles à Budapest. Nous sommes ici pour protéger la vie humaine, de la conception jusqu'à la mort. 3 jours de conférences. La grande famille anti-avortement se met en scène. Parmi les intervenants, de vieilles connaissances. La famille naturelle a subi de nombreuses attaques. Parmi eux, l'Espagnol Ignacio Arzuaga, mais aussi Benjamin Arnuel, le président du Dignitatis Humanae Institute en Italie. Autour du monde aujourd'hui, la foi chrétienne est attaquée comme jamais auparavant. Ou encore Natalia Yakounina, l'épouse du magnat russe Vladimir Yakounine. Cette année, ils se rassemblent à Budapest, capitale d'un des mauvais élèves de l'Union européenne, la Hongrie de Viktor Orban. C'est lui qui va d'ailleurs prononcer le discours le plus inquiétant du Congrès. Nous avons réussi à fermer la route de l'immigration illégale dans les Balkans. Alors que nous sommes encerclés par de plus en plus de personnes en Europe, notre population décline. Maintenant, notre objectif est qu'il y ait de plus en plus de naissances. Je vous souhaite beaucoup de courage, d'entraide et de persévérance. Merci pour votre attention. C'est un modèle qui s'esquisse sous nos yeux. Une société fermée qui rêve de frontières et de police des corps. Dans ce projet autoritaire, l'avortement n'a plus sa place. Les femmes n'ont plus le choix. Pro ou anti-avortement, c'est notre futur à tous qui s'écrit dans ce combat.